Nous aimerions commencer cet événement par reconnaître que la foi est située sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Bonjour et bienvenue aux formations virtuelles de l'AFO. Voici une courte vidéo des points techniques à considérer pour le bon déroulement de cette formation. Puisque nous sommes en mode réunion, veuillez mettre votre micro en sourdine. Cette formation est enregistrée. Veuillez fermer votre caméra et micro si vous ne voulez pas être dans l'enregistrement. Si vous avez une question pour le formateur ou formatrice, attendez qu'elle ou il vous invite à le faire. Si vous avez des problèmes techniques, communiquez en chat privé avec l'équipe de l'AFO. Nous vous invitons à participer au sondage de rétroaction que nous enverrons dans le chat à la fin de la formation. Merci et bonne formation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la formation de ce matin. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au nom de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, qui est l'organisme rassembleur et la voix politique de l'Ontario français. Je suis Josiane et la directrice des services et programmes à l'AFO. Nous avons lancé cette série de formations virtuelles l'année passée afin de vous outiller pour vous aider à renforcer vos capacités d'offres actives de services en français. Ces formations virtuelles visent aussi à vous informer et à vous sensibiliser sur des enjeux présents au sein de la communauté franco-ontarienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jonathan Durand-Folco qui va nous parler des instances participatives pour nos membres au sein de nos organismes. Jonathan est professeur à l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyette de l'Université Saint-Paul. Il est titulaire d'un doctorat en philosophie avec une spécialisation en philosophie politique et appliquée. Ses intérêts de recherche portent sur la démocratie participative, la politique municipale, la transition sociale et écologique et les communs. Ces projets de recherche actuels portent sur les sociétés post-croissance, les fondements théoriques de l'innovation sociale et l'impact du capitalisme algorithmique sur la transition écologique, la démocratie et la gestion des villes. Je laisse maintenant la parole à Jonathan. Merci beaucoup pour cette invitation à la FO. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour vous partager des réflexions, des pistes, des trucs pour essayer d'améliorer, de renforcer la participation de vos membres au sein de vos diverses organisations. J'ai préparé une présentation visuelle pour vous parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et ça me sert un peu de boussole ou de piste pour pouvoir suivre le contenu. Je vais pouvoir vous le transmettre par la suite. Je pense l'AFO là en sa possession. Et puis, j'ai prévu une deuxième période pour une petite activité en groupe. Donc, si on avait été extrêmement nombreux, on aurait fait de la division en sous-groupes. Mais là, ce que je prévois faire plutôt, c'est d'avoir une discussion avec vous tous et toutes ici. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Et si vous voulez, je vais vous partager mon écran pour commencer ma présentation. Donc, le titre, comme ça a été dit, c'est de créer des instances participatives par où commencer. Donc, des instances participatives, je vais essayer de décrire ça. C'est des lieux, des espaces, des processus qui permettent de renforcer l'engagement de vos membres au sein de votre organisation, que ce soit une entreprise d'économie sociale, organisme communautaire, que ce soit une association d'habitants, groupe de citoyens. Donc, ça peut être vraiment au sein de différentes formes d'organisation. Et pour ce faire, avant de rentrer dans le vif du sujet, voici en fait la table des matières ou le plan de match pour aujourd'hui. Je vais essayer de décrire dans un premier temps qu'est-ce que la gouvernance démocratique. Ensuite, je vais montrer quels sont les piliers ou les bases pour avoir une bonne mobilisation de vos membres et comment bien animer différentes rencontres. Donc, on va être plus dans comment faire pour essayer de motiver les gens, les membres, à faire partie de votre organisation. Et ensuite, on va arriver, en fonction de ces grands enjeux, à comment créer des instances participatives pour stimuler la vie démocratique, c'est-à-dire comment créer des groupes de travail, des cercles,
différentes instances intermédiaires qui ne sont pas le conseil d'administration ni l'assemblée générale, mais qui permet à vos membres d'être consultés, d'influencer les grandes orientations de votre organisation. Et en fait, pour vraiment donner un coup de pouce pour qu'on puisse passer d'une organisation souvent qui est basée uniquement sur le CA, sur le conseil d'administration, vers une organisation qui est beaucoup plus vivante et qui permet une plus grande implication des membres. Et ensuite, quatrième partie, on va faire, comme je vous l'ai dit, une petite activité ensemble où là, vous allez plus prendre la parole et partager vos réflexions sur comment améliorer la vie démocratique de vos diverses organisations. Donc, je ne sais pas si ça vous convient comme plan de match pour aujourd'hui. Ça a l'air de bien aller. Parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou dans la conversation directement pour rendre ça plus interactif. Moi, de votre côté, je vais vous poser diverses questions aussi. Et puis, c'est vraiment vers la fin que là, on va avoir un échange en bonne et due forme ensemble. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la gouvernance démocratique? Et là, je vous poserai une question peut-être à vous tous ici dans la salle pour commencer déjà, pour briser la glace. Qu'est-ce que pourrait être, d'après vous, la gouvernance ou la gouvernance démocratique? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, je vais juste arrêter le partage d'écran ici. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient dire peut-être un mot ou une expression qui vous vient en tête quand on parle de gouvernance ou de gouvernance démocratique? Josiane, je pense que vous avez ouvert le micro. Vous pouvez peut-être prendre la parole. Oui, oui, j'allais lever la main. Je me dis, c'est la gouvernance où des membres aussi peuvent émettre leurs opinions sur la façon que l'organisme est gouverné et puis proposer des choses. Parfait, intéressant. Donc, dans ça, on a la définition de la gouvernance, comment l'organisme est gouverné, qui vient avec ça. Puis l'aspect démocratique, c'est la capacité des membres à proposer, amener des idées, diverses opinions, entre autres. Donc, ça, c'est bien. C'est une des définitions possibles. Il y en a beaucoup d'autres. Je ne sais pas si les gens ont d'autres idées en tête sur qu'est-ce que la gouvernance ou la gouvernance démocratique. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent briser la glace pour que cet atelier soit justement dans l'image de la démocratie. C'est à vous à prendre la parole aussi. Est-ce que ça pourrait être aussi donner la chance à tout le monde de parler? Oui, donner la chance à tout le monde de prendre la parole, exprimer des idées. Oui, ça, c'est une composante essentielle. Super. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a d'autres idées? C'est un peu mystérieux. Souvent, on parle de gouvernance démocratique. On n'a pas de définition claire. C'est un peu intuitif, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est de voir si une autre personne qui aurait une idée. Martha, oui? Peut-être de faire décisions tout ensemble en équipe. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Donc, souvent, quand on parle de démocratie, on parle de prendre la parole, donner la voix, mais il y a aussi l'aspect décisionnel, de prendre des décisions en équipe ou en groupe. Donc, ça, c'est une autre composante qui est importante aussi. Puis, au sein de la participation, il y a tout un spectre qui va de la séance d'information à la consultation, à la co-gestion, où vraiment on peut prendre différentes décisions. Donc, ce n'est pas juste qu'on va consulter les membres, ils vont être impliqués directement dans les choix qui vont être faits. Donc, très, très bien aussi. Super. Donc, on a ici différents éléments qui abordent, je pense, des dimensions de la gouvernance démocratique. Je vais essayer de reprendre ça puis d'aller un peu plus loin par la suite en vous amenant des différents éléments de définition. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la gouvernance? Le mot juste, on parle de gouvernance seule. Est-ce que c'est un buzzword, c'est-à-dire un mot un peu fourre-tout, valise? Et dans beaucoup de contextes, quand on parle de gouvernance, ça a été utilisé un peu comme ça. C'est un terme qui est très polysémique, ça veut dire qu'il y a plusieurs sens, puis qui désigne de façon très générale comment une organisation est gouvernée. On peut parler, par exemple, de gouvernance urbaine, gouvernance d'entreprise, gouvernance du système de santé, gouvernance territoriale, gouvernance, je ne sais pas, d'une école. Donc, on peut voir que la gouvernance peut s'appliquer à différentes échelles dans différents contextes. L'autre élément qui vient avec la gouvernance, c'est que c'est un terme qui, il y a, je dirais, 40 ans, n'était pas très à la mode. On parlait de gouvernement. Pourquoi de gouvernement? Parce que ça référait à la façon dont une société est gouvernée par des dirigeants élus, par exemple.
Et là, il y a plusieurs auteurs qui se sont bien utilisés le mot gouvernance pour dire qu'il faudrait peut-être élargir la définition habituelle du gouvernement, qui est souvent centrée sur il y a des dirigeants, puis il y a des gens qui sont dirigés, puis essayer d'inclure une pluralité d'acteurs, que ce soit des acteurs étatiques, le gouvernement, l'État, mais que ce soit des groupes citoyens, voire des entreprises privées qui peuvent faire partie de la façon dont est géré un système social, une organisation ou une entreprise aussi. Donc, en fait, le terme de gouvernement est plus étroit. Ça veut dire comment on gouverne au sens fort du terme un lieu, une ville, un pays, alors que la gouvernance, c'est un concept beaucoup plus fluide qu'on peut appliquer à plein de types d'organisations et qui peut se prendre dans des différentes formes. Donc, on peut parler de bonne gouvernance, de gouvernance agile, de gouvernance démocratique. Il y a plein d'adjectifs qui ont été créés par la suite. Ça explique pourquoi, en fait, la gouvernance, ça devient un terme flou parce que tout le monde a amené sa propre vision, son propre grain de sel pour essayer de définir ce concept. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais faire aussi. Je vais essayer de préciser ce qu'on entend par là. Je vais faire une première distinction. Quand on parle de gouvernance dans une organisation, un OBNL, une coopérative ou une entreprise, généralement, la gouvernance va plus toucher le niveau, on pourrait dire, stratégique, c'est-à-dire les grandes orientations, les choix budgétaires qui vont être faits, les règlements généraux. Ça va toucher les politiques internes qui permettent de répartir les rôles, droits, responsabilités des membres et des différents administrateurs. On va parler de différentes règles de reddition de comptes, donc comment informer nos membres de ce qui se passe. Et on va plus être au niveau vraiment de la structure de l'organisation. Ensuite, le niveau qui est différent, le niveau opérationnel, où on parle de gestion, on va parler souvent de l'équipe de travail, des relations entre les employés, la gestion des ressources humaines, comment les membres ou les employés, les administrateurs vont réaliser différents projets et activités. Donc, vous pouvez voir que le niveau de gouvernance, c'est comme la structure générale, alors que la gestion, c'est comment on va opérationnaliser, on va prendre différentes décisions en groupe. Ce qui fait en sorte qu'on pourrait avoir une gouvernance, on pourrait dire, traditionnelle dans une organisation avec une assemblée générale, des membres, un conseil d'administration, mais avoir une forme de gestion hyper autonome, collective, décentralisée, démocratique dans l'équipe de travail qui peut jouer ensemble sur un pied d'égalité. Et on peut avoir par ailleurs une forme de gouvernance démocratique avec un CA qui est très représentatif. On peut avoir des politiques, règlements généraux très, très démocratiques, mais dans la gestion quotidienne de l'organisation, ça se peut que ça ne soit pas très démocratique non plus. Donc, il faut faire une distinction entre la gouvernance démocratique, qui est le niveau plus général d'organisation de la structure, puis la gestion démocratique, qui est plus précis, c'est comment les équipes de travail vont fonctionner ensemble, non pas avec un boss qui dit quoi faire, mais qui va donner plus d'autonomie pour les employés pour pouvoir avancer de façon agile et égalitaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la distinction entre les deux niveaux ici. Donc, aujourd'hui, on va plus parler de gouvernance démocratique, on va parler du CA, mais plus des instances intermédiaires, comment ça se structure dans l'ensemble. On ne parlera pas beaucoup de gestion démocratique au niveau comment faire fonctionner votre équipe de travail de façon horizontale et démocratique. Donc, une petite distinction à faire ici. Parfait. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, parmi les modèles de gouvernance, je vais faire une typologie avec deux grands types, qui sont deux formes opposées, on pourrait dire, ou différentes de gouvernance. D'un côté, le modèle que j'appelle traditionnel de la gouvernance, qu'on enseigne dans les écoles de commerce, de gestion, dans les MBA, ça vient à l'origine de la corporate governance, donc la gouvernance d'entreprise, des années 1980-90. Et ce modèle-là, il tirait en fait de certains modèles de la grande entreprise qui va donner une certaine primauté du pouvoir sur les différents actionnaires. Puis le CA doit rendre des comptes auprès des différents actionnaires. Et il doit y avoir différents experts qui doivent être là, présents pour bien administrer cette organisation, cette entreprise. Donc, il y a différents principes qui sont mis de l'avant. On va inclure différentes parties prenantes dans la discussion. On va beaucoup se centrer sur les rôles et les responsabilités des administrateurs sur le CA. On va dire qu'il faut avoir des gens qui ont des compétences différentes en comptabilité, en finance, en recherche de financement. On va aussi préconiser souvent qu'il y ait des administrateurs indépendants. Donc, on ne veut pas que ce soit les membres ou les employés qui soient sur le site. Il faut avoir des gens de l'extérieur parce qu'ils seraient, entre guillemets, plus objectifs et n'auraient pas d'intérêt lié à l'organisation directement. Puis, on va beaucoup mettre de l'avant les principes d'intégrité, de transparence, de redevabilité pour éviter qu'il y ait des formes de
corruption, collusion, ainsi de suite. Donc, c'est un peu dans cet univers-là qu'est apparue toute une littérature, des programmes de formation où on parle de bonne gouvernance, qui est centrée sur comment bien gérer une entreprise privée, mais aussi des sociétés d'État, des organismes publics et des organismes communautaires aussi. Donc ça, c'est un des modèles qu'on vous enseigne habituellement, mais ce n'est pas ce que je vais dire aujourd'hui. On ne va pas être dans cet univers-là conceptuel, bien que plusieurs éléments dans cette forme-là, dans ce modèle qu'on peut s'inspirer. Je pense que c'est une boîte à outils, on peut prendre différents éléments, mais la gouvernance démocratique n'est pas dans le même univers au niveau éthique, moral et organisationnel. C'est quelque chose qui est un peu différent. Est-ce que vous avez des questions à propos de cette approche ici? Donc, le modèle de base de la gouvernance. Donc, ça va, parfait. L'autre modèle que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, c'est plutôt le modèle que j'appelle démocratique et que plusieurs personnes parlent, qui tire son origine non pas de la grande entreprise privée, mais plutôt de l'économie sociale, le milieu communautaire, l'autogestion de groupes citoyens, et qui va accorder pas la primauté pour les différents actionnaires, parce qu'il n'y en aura pas, mais plutôt pour les membres ou les différentes parties prenantes de l'organisation. Donc, on va plus être centré sur le droit et le traitement équitable des membres. On va dire que le but, ce n'est pas de maximiser les profits dans une organisation, mais plutôt de remplir la finalité sociale, la mission de l'organisme. C'est ça un peu qui guide les grands choix qui sont faits. On va plus axer, non pas sur le fait d'avoir des administrateurs indépendants qui viennent du monde privé ou autre, on va dire que c'est important que le CA soit représentatif des membres ou inclusif. Et on va dire que c'est important d'avoir des compétences, mais on va davantage viser sur la diversité des points de vue, des compétences présentes, sur des processus d'intelligence collective pour arriver à des bonnes décisions en bout de ligne. Donc, l'accent va vraiment être sur la démocratisation des structures, la mobilisation des membres comme étant des signes de bonne gouvernance démocratique. Donc, vous pouvez voir ici que c'est un langage, il y a des principes, des valeurs qui sont quelque peu différentes du modèle habituel. Puis même, dans certains contextes, et pas dans tout, différentes organisations qui se réfèrent au modèle démocratique aspirent à être en quelque sorte un peu des petits îlots qui sont en quelque sorte des espaces pour expérimenter une forme de démocratie plus large qui pourrait se répandre à plus grande échelle à travers la société. Donc, la finalité de ce modèle-là serait même de démocratiser l'économie et la société de façon beaucoup plus large, mais en commençant à plus petite échelle au sein de votre entreprise ou organisation, en gros. Donc ça, vous pouvez voir que c'est une approche qui est différente, puis je vais plus m'inspirer de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça comprend? Puis ici, je me réfère à un document du TIES, qui est une organisation de transfert de connaissances au Québec, qui va bientôt, ici c'est une exclusivité, qui va bientôt sortir une synthèse de connaissances sur les modèles de gouvernance démocratique. D'un côté, puis je ne vais pas expliquer tout le tableau ici, on est plus centré sur un modèle basé sur le conseil d'administration et on va parler d'administrateurs experts en gouvernance ou sinon on va parler que c'est important que le CA soit représentatif de l'Assemblée générale des membres, mais il n'y aura pas beaucoup d'accent sur le pouvoir direct des membres. Et quand on se dirige vers la droite ici, avec une gouvernance démocratique orientée sur les membres, c'est là qu'on va plus être axé sur la participation des membres et même de façon plus large vers la démocratisation de la société de façon beaucoup plus large. Même, on va dire, on ne va pas juste être centré sur nos propres membres à l'interne, on va chercher à inclure d'autres gens qui sont à l'extérieur, dans l'environnement de l'organisation pour essayer de le rendre encore plus vivant, dynamique et inclusif, entre autres. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs approches. Même quand on parle de gouvernance démocratique, il y a plein de choix puis de modèles différents qui existent. Mais aujourd'hui, on va plus être centré, je dirais, orienté vers la droite, un modèle de gouvernance orienté vers les membres et leur implication au sein de votre organisation. Est-ce qu'il y a des questions encore jusqu'à maintenant? C'est peut-être évident ici, mais si jamais vous en avez, n'hésitez pas à lever la main. Donc, une fois que j'ai montré un peu la philosophie générale, on va plus se centrer sur comment faire participer vos membres. Parce qu'un des problèmes de la démocratie, c'est que ça repose sur l'engagement, sur la mobilisation et l'implication des membres, mais ça ne va pas de soi. Et souvent, comme un beau modèle de démocratie, on se rend compte qu'il y a plusieurs problèmes, puis les gens ne viennent pas toujours à nos diverses activités, organisations et instances. Donc, il faut qu'on se pose la question, au lieu de dire la démocratie, c'est bien, comment ça fonctionne, puis comment on peut améliorer la chose. Donc, ici, je vais aller vite, j'ai beaucoup d'informations, mais pour vous dire, il est probable, puis on va en discuter après ça dans la séance de discussion à la fin, que dans vos diverses organisations, vous aviez des enjeux de faible participation.
Dans vos assemblées générales, dans vos rencontres, dans les comités, vous faites des appels aux membres, dans vos formations, mais il y a peu de gens qui viennent dans vos vies. Puis là, sur ça, il faut dire quels sont les symptômes ou les signes peut-être qu'il y a un problème ou un déficit de participation. Est-ce que c'est par manque d'intérêt de vos membres? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'informations sur les diverses activités qui sont mises en place? Est-ce que c'est parce qu'il y a une forme d'indifférence? Il dit, ah, l'organisation, c'est bien, moi, je suis membre, mais je ne veux pas trop m'occuper de ce qui se passe. Donc, ça se peut que ce soit ça, la philosophie derrière. Ça se peut que les gens veulent participer, mais manquent de temps. Ça se peut que les gens, par exemple, pour des raisons économiques, qui ont des enfants, un emploi à temps plein ou autre chose, ils n'ont pas le temps pour s'impliquer en plus dans leur organisation. Ça se peut aussi peut-être qu'ils ne connaissent pas la structure administrative ou organisationnelle de votre groupe parce que c'est un peu trop complexe, parce qu'ils n'ont pas cette information. Donc, vous pouvez voir qu'il y a différentes causes possibles. Puis ici, dans votre organisation, vous voulez dire, mais on n'a pas vraiment de participation. Ça serait bon de faire une forme de sondage auprès de vos membres ou essayer de consulter ou faire des appels téléphoniques ou écrire par email pour dire pourquoi vous ne participez pas, puis essayer d'identifier des causes. Parce qu'après, vous allez pouvoir trouver des solutions adaptées en fonction des causes du problème. Donc, que ce soit par une meilleure circulation de l'information, amener plus de vision claire sur la structure démocratique, agir sur la base motivationnelle de la participation. Je vais essayer de dire ce que j'entends par là, c'est de dire activer, stimuler, inspirer vos membres pour qu'ils puissent venir échanger leurs idées, prendre part à différentes décisions qui sont prises. Et il y a d'autres éléments sur lesquels vous pouvez jouer que je vais aborder un peu aujourd'hui. C'est avec une bonne animation dans vos groupes. Puis animer une instance démocratique, que ce soit en ligne par Zoom ou que ce soit en vrai, ça ne se fait pas tout seul. Puis il y a des façons d'animer qui vont stimuler les membres. Puis parfois, ça va bien fonctionner, des fois non. Donc, je vais un peu aborder ces choses-là aujourd'hui. Mais on va vraiment se concentrer sur leur dernier point, c'est de donner des espaces, des instances participatives pour que vos membres puissent apporter votre voix. Souvent, une assemblée générale, c'est un peu administratif. On fait le rapport annuel, on partage de l'information, on va élire le conseil d'administration. Mais après ça, si les membres se voient une fois par année dans cet espace-là, et c'est uniquement les gens qui sont élus sur le CA qui sont impliqués activement, vos membres n'auront pas beaucoup d'espace pour s'impliquer, puis peut-être que ça ne les intéressera pas non plus de venir parce qu'ils n'auront pas trop d'espace pour faire entendre leur voix. Donc après, il y a d'autres instances ou lieux que vous pouvez mettre en place pour inviter vos membres pour que ça puisse prendre forme et être beaucoup plus dynamique par la suite. Donc aujourd'hui, je vais plus aborder cette dimension-là avec vous. Donc ça, un peu, c'est pour les problèmes. Il faut se poser la question, est-ce que la participation va bien dans notre groupe ou notre organisation? Si oui, tant mieux. Est-ce que c'est possible de l'améliorer? Est-ce que ça va mal? Ça va très mal? Et si oui, c'est quoi les causes sur lesquelles on peut agir pour essayer de changer les choses? Donc ça, c'est vraiment la première étape ici. Autre élément ici que je voudrais amener avec vous, puis qui est extrêmement difficile à mettre en place, puis j'ai un champ de recherche que je suis en train de mener sur ça, c'est la question des vertus démocratiques. Qu'est-ce qu'on entend par des vertus démocratiques? Dans le champ de la philosophie, des vertus, c'est des dispositions à agir, penser et à ressentir qui nous permettent d'agir de façon appropriée face au monde. Par exemple, la vertu du courage, c'est être capable de faire face à des situations de risque ou d'adversité, de danger. Et là, on peut voir généralement que la vertu, c'est un juste milieu en deux choses extrêmes. Par exemple, quelqu'un qui est courageux va être capable d'affronter le danger, d'avoir confiance en lui pour être capable de faire une différence. Mais la personne qui va être téméraire, c'est-à-dire une personne qui va avoir trop de courage, qui va être excessivement en confiance, peut peut-être prendre trop de risques et se mettre en danger ou mettre en danger la vie des autres. Et les personnes qui manquent de courage, c'est des personnes, on pourrait dire, lâches. Donc, la lâcheté, ça veut dire qu'ils ne veulent pas faire face aux conflits ou aux problèmes, en gros. Donc, en fait, quelles sont des vertus démocratiques? C'est quelque chose qu'on peut acquérir par l'habitude. C'est des dispositions, des traits de personnalité, mais qui peuvent être cultivés par votre organisation à vous et qui viennent généralement de notre éducation. Donc, que ce soit, on est influencé par notre père, par notre mère, par notre milieu scolaire, par comment on a été élevé, en fait, comme enfant. Par la suite, on est influencé par nos différents amis. Et le fait qu'on soit engagé dans la vie en général, dans la communauté, ou qu'on soit désengagé, ça va venir un peu de est-ce qu'on a acquis des vertus démocratiques ou non. Puis dans votre organisation, il y a peut-être des gens qui sont à différents niveaux, mais c'est possible de créer une culture organisationnelle, c'est-à-dire une façon de vivre, de prendre des décisions ensemble
qui vont permettre de créer une forme de sentiment d'appartenance, puis qui va pouvoir cultiver les vertus démocratiques de vos membres. Et ce que ça va faire, cette dimension-là, qui est très psychologique, c'est que ça va faire en sorte que les gens vont être spontanément orientés vers l'organisation pour dire « Hey, moi, j'ai envie de prendre différentes décisions parce que je me sens appartenir à ce groupe-là, j'ai envie de participer, puis j'ai différentes habilités dans la capacité à écouter, à m'engager, à rendre des comptes, à être inclusif, entre autres. » Puis là, je ne voulais pas prendre trop de temps parce que je préfère une heure et demie juste sur le sujet des vertus démocratiques, mais pour vous dire qu'il y a différentes vertus qui existent, comme l'engagement, le fait d'être interpellé, concerné par ce qui se passe. Ça, c'est la vertu démocratique à laquelle s'oppose, on pourrait dire, l'indifférence, c'est-à-dire, moi, je me fous de ce qui se passe. Puis l'autre extrême, quelqu'un qui est hyper engagé, qui est trop engagé, il y aurait une forme un peu peut-être de sectarisme, de dire, je suis tellement dans ma tête, je suis un fanatique et je me ferme l'horizon parce que je suis trop intense dans mon engagement. Il y a des vertus d'écoute, de redevabilité, d'inclusion, d'intelligence collective et de créativité qu'on peut avoir aussi. Et là, ça, c'est intéressant parce que souvent, il y a des organisations, d'après moi, Diagnostic Général, qui manquent d'innovation, de créativité dans leur façon de faire. C'est un peu la routine, c'est différentes habitudes, mais ça ne va pas stimuler la participation des membres parce que c'est un peu ennuyant ou parce qu'on est trop dans la procédure et on n'est pas assez dans l'engagement, dans la capacité de prendre des modèles différents pour faire vivre la démocratie autrement. Puis, on pourrait dire une vision extrême de la créativité, ça serait une organisation qui est trop créative, mais là, peut-être qu'il va être dans l'éparpillement, elle va être instable, elle va changer continuellement ses approches de faire, puis les gens ne comprendront plus vraiment ce qui se passe. Donc, vous pouvez voir que les différentes vertus démocratiques, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête quand on a des instances participatives, puis c'est quelque chose qui se construit à moyen long terme. On ne peut pas créer du jour au lendemain des vertus démocratiques dans nos groupes, dans nos membres. Il faut vraiment avoir des espaces, des rites, des rituels, des fêtes, des événements qu'on va créer pour activer puis consolider une culture démocratique sur le long terme. Est-ce que vous avez des questions à propos de ça? Donc, peut-être que vous ne pensiez pas aller là aujourd'hui. On parle d'instances, de procédures, de structures démocratiques. Mais il faut penser que s'il n'y a pas des dispositions psychologiques en dessous, vous avez beau avoir un bel organigramme démocratique, ça ne va pas fonctionner si les gens ne sont pas interpellés par ce qui se passe. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions peut-être à propos de ça, des vertus démocratiques, de façon générale? Parfait, ça semble aller jusqu'à maintenant. Donc, c'est encore ici des choses à avoir en tête. Une fois qu'on a ça puis qu'on veut activer les vertus démocratiques, on va se dire, mais c'est quoi qui va motiver les gens à prendre part, à s'engager dans votre organisme? Là, ici, je me base sur un document que je vais vous mettre des différentes références à la fin, qui distingue 4 grands critères qui sont importants à avoir en tête quand on veut créer une instance démocratique. Le critère du pouvoir agir, c'est-à-dire la capacité à sentir qu'on peut influencer l'issue des décisions qui sont prises. Si vos membres sentent qu'ils sont consultés, qu'ils sont informés, mais qui n'ont pas de pouvoir vraiment sur ce qui se passe, parce que toutes les différentes décisions sont prises à l'avance par le conseil d'administration ou par un petit groupe de gens, par la direction générale, les gens ne sentiront pas qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Donc, ça risque d'avoir une incidence sur le fait qu'ils ne vont pas s'engager vraiment, parce qu'ils vont dire pourquoi je prendrais de mon temps dans ma vie, dans ma journée pour participer à des instances quand je sais que je n'ai pas vraiment d'influence sur ce qui se passe. Donc, ça, c'est un des critères à avoir en tête. Autre critère aussi important, le sentiment d'appartenance, le sentiment de fierté qu'on peut avoir face à l'organisation. Sentir qu'on est une partie prenante de quelque chose qui est plus grand que nous, puis qu'on s'identifie à notre organisme, parce qu'on l'aime, parce qu'on y croit, parce qu'on est fier de ce qui est fait au nom du groupe. Donc ça, c'est une autre dimension importante, puis il y a différentes façons d'agir sur ce sentiment d'appartenance. S'il n'y a pas de sentiment d'appartenance, l'individu ne va pas se sentir concerné directement, il va voir l'organisation comme quelque chose d'extérieur. Donc, il y a vraiment cette idée-là, il faut cultiver le sentiment d'appartenance. Autre élément aussi qui est difficile à activer, cultiver, c'est le sentiment de liberté. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le sentiment qu'on peut s'exprimer nos idées sans gêne, sans être trop jugé négativement par les autres. Donc, par exemple, dans une organisation, si on est là, mais qu'on sent que si on dit quelque chose de mal de travers, qu'on va être un peu jugé par les autres membres, par nos pairs, parce qu'on n'emploie pas les bons mots, les bons langages, ou c'est un peu compliqué, ou qu'on risque de heurter la sensibilité de d'autres personnes, des fois, peut-être le sentiment de liberté va être moins présent. Les gens vont plus éprouver une gêne par rapport à ça.
Et ça va faire en sorte que même si on donne le droit à tout le monde de prendre la parole, de partager des idées, dans les faits, les gens vont être un peu intimidés, puis ils ne vont pas se sentir libres de pouvoir exprimer ce qu'ils pensent. Donc, c'est un autre sentiment qu'il faut vraiment activer. Puis ça, dans une bonne animation de rencontre, c'est quelque chose qu'on peut faire pour permettre à chacun de se sentir vraiment à l'aise. La dernière dimension qu'on oublie souvent, c'est le plaisir, c'est-à-dire le sentiment de pouvoir progresser, de s'épanouir, en fait, dans son organisation. C'est un peu l'aspect fun. Si vos différentes activités participatives sont ennuyantes, les gens vont dire, bon, OK, c'est là, mais ça va être trop froid. Donc, le fait, par exemple, ce que vous avez fait au début, de mettre une petite musique au début d'une rencontre Zoom, le fait de rendre des rencontres plus dynamiques, puis d'avoir des fêtes qui sont, par exemple, une fête ou un 5 à 7 après la rencontre, ça permet vraiment de créer ce sentiment ici de plaisir. Puis ensuite, ça peut nourrir le sentiment d'appartenance, ça peut activer le pouvoir d'agir, et tous ces différents critères sont interdépendants en bout de ligne. Donc, c'est important vraiment d'aller cibler ces différents éléments, puis voir dans votre instance démocratique comment vous pouvez faire pour répondre à différents enjeux. Donc, ici, je vais vous montrer des exemples de comment, par exemple, dans une rencontre réussie, vous pouvez activer ces différentes choses pour rendre ça plus dynamique et participatif. Donc, par exemple, quand vous allez accueillir les gens, ça va être important d'avoir une belle ambiance. Donc, en ligne, par Zoom, des fois, c'est un peu plus difficile parce qu'on ne se voit pas en personne et tout. Quand on est dans une salle, le fait de mettre les chaises en rond ou dans une autre façon de disposer l'espace, de mettre une petite musique, ça permet de créer une atmosphère qui est conviviale. On peut créer des moments avant la rencontre ou après pour développer le sentiment d'appartenance aussi. Et quand les gens ne se connaissent pas beaucoup, on peut faire, par exemple, au début de la rencontre, une activité brise-glace. Donc, pour apprendre à se connaître un peu plus, apprendre à sortir du cadre où l'on doit faire des choses, avec un ordre du jour très, très clair, on peut faire la chose suivante. On peut faire des tours de table aussi. Parfois, dans les grands groupes, si on avait été 50 personnes aujourd'hui, puis là, je n'ai pas fait de petite activité brise-glace avec vous, donc je n'ai pas appliqué ma propre formule ici. Mais si vous faites un grand tour de table et que vous êtes 30, des fois, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va être extrêmement difficile à faire. Donc, c'est mieux de faire des petites activités en sous-groupe. Mais si vous êtes un groupe de 8 ou 10 personnes, vous pouvez faire un tour de table et dire comment ça se passe de votre côté aujourd'hui, dans quelle posture d'esprit vous arrivez dans cette rencontre. Bon, on doit faire un genre de check-in en anglais, un genre d'accueil pour dire, bon, moi, dans ma vie aujourd'hui, ça se passe très bien, j'ai eu telle chose dans ma vie qui s'est déroulée. Là, les gens parlent de eux au jeu. Ça permet de mieux sentir le pouls de comment les autres se sentent au début de la rencontre. Puis c'est quelque chose qu'on peut faire à la fin aussi pour avoir une rétroaction sur comment s'est déroulée la rencontre. Donc, c'est des petits mécanismes qu'on peut mettre en place, que vous faites peut-être déjà dans vos groupes, mais qui permettent de créer le sentiment d'appartenance, apprendre à se connaître un peu plus comme être humain et non pas comme employé ou membre en soi. Après ça, ce qui va être important dans l'animation d'une rencontre, c'est vraiment d'interpeller les différentes personnes. Les personnes qui s'expriment un peu moins, les personnes qui animent, c'est important de dire « Ah, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? » Donc, essayez de faire en sorte que la parole circule le plus possible. Tout le monde n'est pas obligé de parler tout le temps, mais il y a différentes manières d'organiser la discussion pour permettre des périodes de discussion libre, d'écoute. Et c'est important aussi de permettre l'intelligence collective pour permettre aussi, des fois, on parle, puis ça part dans tous les sens. Puis là, le rôle de la personne qui anime, ça va être de faire des grandes synthèses, puis d'orienter le groupe pour que ça puisse avancer aussi. Parce que si ça tourne trop en rond, là, les gens se découragent, on perd de temps, on n'arrive pas à faire notre ordre du jour, ça devient un peu compliqué. Donc, il y a plein de façons de fonctionner, puis je vais vous donner des exemples qui sont vraiment comme c'est des processus, des pratiques démocratiques qui doivent être mis en place dans chaque rencontre pour les rendre vraiment dynamiques. Ce n'est pas juste un ensemble de règles, c'est comme une forme d'art ou de savoir-faire qui doit être mis en place pour permettre vraiment de rendre ces différentes réunions-là très, très vivantes. Et à la fin, comme je l'ai dit, c'est important de faire peut-être une ronde de fermeture si vous avez le temps pour voir comment les gens se sentent, leurs différentes attentes par rapport à la rencontre, qu'est-ce qui s'est passé. Dire ensuite, s'il y a une rencontre, puis il y a des choix qui ont été faits avec vos membres, de dire quelles vont être les suites. C'est quoi les différents suivis, les prochaines étapes du processus pour que les gens se sentent, OK, mais là, ce qu'on a fait là comme choix, il va avoir un impact à moyen long terme, il va avoir une suite face à la rencontre. Puis ensuite, si vous avez le temps, l'énergie, l'argent, ça peut être aussi très, très simple de faire une activité libre à la fin pour permettre aux gens de décontracter, parler entre vous. Donc ça, vraiment, c'est tous des éléments qui permettent de
renforcer le pouvoir, la liberté, l'appartenance puis le plaisir dans vos différentes instances. Si vos instances sont ennuyantes, si les gens sentent qu'ils n'ont pas de pouvoir, si on ne donne pas la parole à tout le monde, il y a des fortes chances que vos instances, à long terme, les gens ne vont pas participer parce qu'ils ne sont pas interpellés par ce qui se passe. Donc, ça, c'est vraiment des critères très, très larges ici. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, suggestions par rapport à ces diverses choses? Ça a l'air d'aller pour l'instant. Super. Donc, voici les grandes choses à considérer. Dans vos rencontres, puis là, ça va dépendre, en fait, de la forme du cercle, puis je vais nommer après ça, c'est quoi les différents types d'instances que vous pouvez mettre en place. C'est important de trouver un équilibre entre le contenu, donc ce que vous allez faire ou dire pendant la rencontre, que les différentes informations soient utiles, soient claires, que les gens aient accès à cette information peut-être avant la rencontre, puis qu'on soit axé sur qu'est-ce qu'on dit ou on fait ensemble. L'autre élément à prendre en considération, c'est les procédures ou les règles. Comment va se dérouler la séance? Quels sont le pouvoir des membres? Comment ça va se dérouler en groupe? Puis si les règles ne sont pas très claires, parfois, en fait, les gens vont dire, OK, je suis là, mais c'est quoi le but ici? C'est quoi, comment je prends la parole? Comment ça fonctionne? Des fois, il manque de clarté sur le processus, sur les procédures à suivre. Et ensuite, l'autre élément, comme je l'ai dit, qui est important, le climat, l'ambiance va être important à prendre en considération pour que les gens se sentent bien. Puis ici, encore là, c'est une question d'équilibre, comme avec les différentes vertus. Si vous axez trop sur les règles, vous allez avoir une approche trop, on pourrait dire, procédurale ou trop bureaucratique de vos rencontres. Ça ne sera pas bien pour l'ambiance ni pour le contenu. Si vous axez tout l'accent sur l'ambiance, que vous voulez que les gens se sentent bien, tout ça, mais que vous ne portez pas attention au contenu puis aux règles, alors là, ça risque d'être intéressant, mais les gens ne sentiront pas que ça avance bien ou que c'est vraiment efficace. Donc, il y a vraiment cet équilibre à trouver entre les trois, puis il n'y a pas de recette magique. Ça va dépendre dans chaque circonstance comment vous allez appliquer ces trois dimensions-là ensemble pour essayer de stimuler le plus possible cet équilibre entre se sentir bien dans l'instance, que ça soit capable d'avancer, que tout le monde se sente écouté puis clair, puis il y a des règles qui permettent l'inclusion des voix puis des gens qui vont se sentir interpellés par ce qui se passe. Donc, c'est toutes ces trois dimensions à prendre en considération. Ensuite, autre élément, puis je vais aller vite un peu sur cet élément, je l'ai évoqué avant, le rôle d'une bonne animation, de l'animateur, animatrice de la rencontre. Ça va être quelque chose, en fait, que ça va être bon de développer ces skills, ces différentes habiletés, compétences d'animation. Il y a des gens qui sont spontanément bons pour animer, mais c'est bon aussi parfois qu'on fasse des tours, des rotations dans qui les gens vont animer pour qu'ils puissent développer ces différentes habiletés. Que ce soit de faire faciliter les échanges, donner la parole, régler des conflits. Parfois, il y a des tensions, des fois, qui émergent dans des rencontres. Jouer le rôle de médiation, être capable de surveiller le temps pour voir est-ce qu'on est capable d'accomplir nos différents objectifs dans la rencontre, faire des synthèses, faire des comptes rendus. Fait que vous pouvez voir que, en fait, il y a une pluralité de compétences à avoir pour bien animer. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est par habitude, par différentes pratiques qu'on peut devenir bon pour animer, en fait. Donc, plus que les gens savent animer, plus qu'ils s'expérimentent, qu'ils ont droit à faire différentes erreurs, mais ils vont apprendre à comment animer pour que ça soit vraiment dynamique. Donc, ça, c'est important que si vous rencontrez, vous n'avez pas quelqu'un qui anime. Si on est 3, 4 ou 5, ça peut aller. On n'a pas besoin de quelqu'un qui joue le rôle d'animateur. Mais si on est plus que 5, 6, 7, c'est bon que quelqu'un anime au moins pour qu'on puisse s'assurer que la réunion avance bien, qu'on est capable d'avancer, faire des synthèses, puis que ce soit agréable aussi. Donc, c'est vraiment des considérations, on pourrait dire, très microscopiques sur comment bien faire vivre vos différentes instances. Mais si vous ne faites pas ce genre de choses-là, il risque en fait que ça va mal se passer ou que ça ne sera pas très inclusif ou que ça ne sera pas efficace dans ce que vous allez faire. Donc, ici, je vous ai tout en fait donné, je dirais, les considérations d'arrière-plan sur quelles sont les bonnes choses, les bonnes conditions démocratiques pour que vos instances soient dynamiques. Mais après, vous allez devoir avoir des lieux, des espaces où vous allez faire des choix, des décisions, vous allez consulter vos membres. Si vous avez juste une assemblée générale, juste un conseil d'administration, ça ne sera pas assez. Les gens vont se sentir interpellés une fois par année, ils vont avoir l'information. Les gens qui sont plus interpellés ou engagés vont peut-être se présenter sur le CA, sur le conseil d'administration, mais après, ils ne pourront pas faire entendre leur voix. Donc, ça va être important de créer d'autres instances par la suite. Et là, quand vous voulez créer différentes instances de plus, puis je vais vous montrer des exemples concrets par la suite, vous devez vous poser une série de questions préalables.
en fond, sur c'est quoi le but de ces différentes instances. Puis là, il y a différentes choses. Des fois, c'est de favoriser la mobilisation des membres, d'une part. Ça, c'est le premier critère. Améliorer la circulation de l'information. Ça, c'est un autre élément qui est important parce que des fois, les gens n'ont pas accès à cette information entre le moment de l'AG. Des fois, il y a des infolettes, mais ce n'est pas assez. Ça permet de stimuler le sentiment d'appartenance, comme je l'ai dit, de partager davantage le pouvoir des membres. Donc, si les membres peuvent prendre des décisions directement sur ce qui est prise, là, ça veut dire que c'est plus juste le CA qui gouverne, c'est les membres eux-mêmes qui ont la chance de gouverner cette organisation. Ça permet aussi d'avoir des instances participatives en termes d'efficacité, de dire, mais on ne veut pas nécessairement que ce soit toujours des assemblées générales qui incluent tout le monde parce que ça serait très lourd, mais on peut avancer sur différents dossiers, comités parallèlement. Ça permet d'avoir plus d'agilité, justement, entre votre conseil d'administration puis votre assemblée générale. Il y a autre chose entre. Donc, il peut y avoir des comités qui s'occupent de certains enjeux, d'autres, certes, qui vont s'occuper de d'autres activités, considérations. Il va y avoir l'équipe de travail qui vont faire avancer tout ça. Donc, il va y avoir une certaine agilité pour faire plein de projets à la fois, puis faire circuler l'information entre ces différentes instances. Mais là, ça va être important aussi, puis je vais amener ça plus loin. Si vous créez trop d'instances du jour au lendemain, puis que les gens ne savent pas par où aller, puis qu'il n'y a pas de bonne circulation de l'information de vos différentes instances, vous allez en quelque sorte vous tirer dans le pied ou vous allez en fait créer trop d'instances démocratiques par rapport à la capacité concrète de vos membres. Donc, en fait, cet équilibre-là à trouver en disant on veut activer la mobilisation, on veut rendre ça plus démocratique, participatif. Il faut qu'on ait plus d'instances, mais il ne faut pas en créer trop pour rien, parce que sinon, ça va juste être des instances vides, puis ça ne sera pas vraiment fonctionnel. Donc, cette considération à avoir, puis encore là, je n'ai pas de réponse absolue, c'est au cas par cas. Puis, dans la séance, après qu'on va avoir de discussions entre nous, on va pouvoir creuser pour voir, ça serait quoi l'instance appropriée pour dynamiser votre groupe. Est-ce qu'il y en a plusieurs à créer, il y en a une seule, ou il y en a une qui existe, mais qui doit être améliorée? C'est le genre de choses qu'on va pouvoir discuter ensemble. Dans les instances participatives, vous devez voir c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur fonction. Donc, ici, j'ai fait 3 grandes catégories générales. Ça se peut que, par exemple, votre groupe ou votre comité de travail va être centré sur le fait d'accomplir une tâche spécifique, comme par exemple réaliser un projet. Ça peut être, mettons, organiser un événement annuel, étudier une question. Par exemple, un comité qui va se centrer sur étudier un enjeu de votre organisation qui va se dérouler dans la prochaine année. Ça peut être de créer une politique ou un plan d'action ou exécuter différents mandats. Donc, on peut voir qu'il y a des comités qui sont orientés vers des tâches. Alors qu'il y en a d'autres qui sont plutôt dans un travail de réflexion sur des thématiques récurrentes. Ça veut dire qu'ils reviennent souvent. Par exemple, vous pouvez avoir un comité d'inclusion, de diversité, d'équité et tout ça pour dire comment rendre votre organisation plus inclusive. Donc, il n'y a pas de tâches concrètes associées à ça, mais ça va être vraiment de réfléchir aux bonnes pratiques, amener des recommandations pour le CA ou pour l'Assemblée générale, développer des projets. Donc, ça va être en fait une genre d'instance qui va permettre de réfléchir sur comment l'organisation fonctionne. Mais ce ne sera pas pour faire un projet extrêmement concret précis, mais ça va pouvoir faire différentes choses à la fois en lien avec le thème de l'inclusion, de la diversité puis de l'équité, entre autres. Ensuite, il y a d'autres types d'instances qui sont les instances de concertation pour les membres. Donc, il va permettre de dire avec vos membres, par exemple, s'il y a, je ne sais pas, vous avez des membres, mettons, vous êtes dans une coopérative d'habitation, puis que là, vous allez avoir, mettons, un cercle de locataires. Ou sinon, vous allez créer une sorte de concertation entre des groupes de locataires puis le voisinage autour. Donc, c'est un espace qui permet aux gens de se consulter mutuellement, de partager des besoins, des préoccupations, de faire circuler l'information, puis d'assurer un dialogue continu qui n'est pas dans les grandes instances comme le CA ou l'Assemblée générale. Donc, il y a un rôle qui est encore différent ici. Donc, quand vous écrivez votre instance, vous devez vous dire, est-ce que c'est pour faire une tâche spécifique? Est-ce que c'est pour traiter d'un thème? Est-ce que c'est un espace de concertation? Puis la forme va être différente à toutes les fois. Puis là, je vais vous donner d'autres exemples concrets de ce que ça va être pris en place. Dans les grandes considérations, puis j'en ai énuméré quelques-unes, vous devez vous dire c'est quoi la fonction ou la raison d'être de cette instance, ce que je viens de vous dire. Ensuite, vous devez vous dire est-ce que c'est une instance qui est permanente, qui va être là tout le temps, ou qui va être
temporaire, qui va exister le temps que la tâche soit accomplie puis qui disparaît par la suite. Est-ce qu'il y a un mode de fonctionnement, de comment elle va être animée, elle va fonctionner, qui va être propre à chaque instance où toutes les différentes instances vont fonctionner de la même façon? C'est le genre de choses que vous devez avoir en tête. La composition des instances, c'est qui va faire partie de ça? Est-ce que c'est les membres? Est-ce que c'est des membres plus des employés? Est-ce que les gens du CA sont admis ou non dans ça? Est-ce que c'est des gens qui ne sont pas membres, mais qui sont extérieurs à votre organisation qui vont venir aussi dans ces différentes instances? Là, en fait, le choix est à vous, mais vous devez réfléchir qui vont être les gens présents, puis pourquoi ce genre de gens-là seraient utiles dans cette instance. Puis ensuite, vous devrez avoir aussi une certaine idée du niveau de pouvoir de cette instance. Est-ce que c'est un pouvoir de consultation, de recommandation, de co-décision ou de plein de pouvoirs décisionnels? C'est-à-dire qu'on vous délègue une tâche ou un mandat, puis vous n'avez pas besoin de consulter le CA pour avancer, prendre des choix, décider, parce que vous avez un budget, puis vous pouvez faire des choix, puis on vous fait confiance. Donc, vous pouvez voir que c'est très différent que si on dit à un comité, vous êtes un comité consultatif. Puis si les gens savent que c'est consultatif, ils vont moins être critiques ou tristes quand ils vont voir que leurs décisions, parfois, ne seront pas prises en compte par le CA pour d'autres raisons. Mais si on dit aux gens que c'est un pouvoir décisionnel, qu'on vous donne le mandat, que vous avez une autorité sur tel sujet, puis qu'après ça, les gens, ils se rendent compte que ce n'est pas un vrai pouvoir décisionnel, mais que c'est de la consultation, alors là, il peut y avoir un décalage, puis les gens vont être un peu fâchés ou déçus de cette fête à voir en disant que ce n'était pas ce qu'on avait en tête quand on s'impliquait dans cette instance. Donc, c'est important de préciser avant, c'est quoi le niveau de pouvoir de cette instance. Autre considération à avoir, est-ce que vous voulez mettre cette instance dans les règlements généraux, que ce soit quelque chose d'obligatoire, ou vous voulez que ce soit quelque chose qui est accessoire ou qui peut être expérimenté sans que ça passe par les règlements généraux? Puis est-ce que vous allez donner des budgets pour ça? Est-ce que c'est une instance qui va être générée bénévolement purement? Est-ce que des employés vont être là pour animer ces différentes instances? Est-ce que vous avez des budgets pour ça ou pas? C'est tous des éléments à avoir en tête parce que parfois, vous pouvez avoir un comité, les gens s'engagent bénévolement. Si vous leur dites que vous avez plein de rôles, de responsabilités, mais ils n'ont pas de budget, alors là, ça devient difficile de faire des choses des fois. Puis des fois, tu n'as pas besoin de budget non plus. Tu n'as pas besoin d'employés qui soient là pour animer. Ça peut être pris en charge par les membres directement aussi. Donc, c'est vraiment toutes des considérations à avoir avant que vous créez l'instance elle-même. Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? J'ai l'impression que c'est un peu des généralités, mais c'est comme un how-to. Quoi penser avant de créer votre instance? Puis là, je vais vous donner des exemples concrets ici. Puis je suis sûr que dans vos organisations, vous en avez plein. Et vous ne les avez pas appelés instances participatives, mais vous savez, ce genre de groupe. Donc, par exemple, des instances qui vont dans des tâches spécifiques. Vous pouvez avoir, par exemple, un comité organisateur d'un événement annuel ou d'un projet. Vous pouvez avoir des comités de travail sur des choses. Comme par exemple, ici, on a Martha qui vient de l'atelier d'innovation sociale Maurice-Bélanger, dans lequel je fais aussi partie. Dans ce comité, initialement, qu'on l'avait créé, on avait des comités espace. Donc, le comité espace s'occupait de la gestion de l'espace de travail partagé, de l'entretien, s'occuper que les tables soient bien disposées, s'il y a des problèmes au niveau des lumières ou vraiment la gestion d'espace. Tu peux avoir un comité événement, donc un comité qui cherche à organiser différents événements puis la programmation annuelle. Puis là, après ça, ça a été mis en place. Là, maintenant, du moins à ce que je connais, il n'y a plus de comité espace. Il n'y a pas de comité de programmation d'événements, mais on a plutôt créé des cercles. Je vais vous venir plus tard sur c'est quoi des cercles. C'est un rôle un petit peu plus différent. Vous pouvez penser à des comités d'embauche pour des employés aussi. Des fois, c'est les membres du CA, par exemple, mais des fois, on peut avoir aussi des membres ordinaires qui soient sur les comités d'embauche. Ça peut être aussi un choix qui peut être fait. Ensuite, sur des enjeux thématiques, il y a souvent des comités gouvernance. Donc, ce que je viens de vous dire aujourd'hui, il y a des comités qui réfléchissent à comment améliorer la gouvernance. Est-ce qu'il faut changer les règlements généraux? Est-ce que notre gouvernance est bien inclusive et démocratique, entre autres? Donc, vous pouvez réfléchir à ça. Il y a des comités RH, c'est-à-dire des comités de ressources humaines qui vont s'occuper parfois de conflits de travail, parfois des questions d'évaluation des employés, qui vont s'occuper de différents trucs reliés vraiment au bien-être des employés et ainsi de suite. Comité d'inclusion, équité, diversité, comité de mobilisation des membres, vous pouvez faire différentes activités. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a plein de comités différents qui peuvent être créés, qui tournent parfois autour du CA, mais ce n'est pas obligé d'être autour du CA, ça peut être proche de l'Assemblée générale, puis en concertation avec d'autres instances. Puis, par la suite, des espaces de concertation, j'en avais
énumérer quelques-unes avant, des comités de partenaires, des cercles de locataires, si vous avez des locataires dans votre espace ou pas, des comités de bon voisinage, là, c'est peut-être dans le cas de coop d'habitation, d'espace dans des milieux de vie, où vous pouvez organiser des plénières. Ça, j'ai vu ça dans une instance à Montréal. C'est comme une instance générale où tous les membres sont invités, des gens aussi de l'extérieur, puis là, on donne de l'information, puis on discute. Mais il n'y a pas de choix qui est fait, ce n'est pas une instance de consultation, c'est comme un espace où l'information circule sur tout ce qui se passe dans votre organisation. Puis ça peut avoir un rôle utile à jouer. Donc, les gens viennent à cette plénière, ils s'informent de ce qui se passe, ils partagent leurs idées, on apprend, puis on prend un verre par la suite. Donc, ça peut être un autre genre d'instance aussi qui peut être utile, qui n'est pas une assemblée générale, qui est beaucoup moins lourd, qui n'est pas une rencontre de travail sur un enjeu concret. C'est un espace où on échange, on fait de la concertation, puis on sait un peu ce qui se passe dans notre groupe. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a différents exemples concrets que vous pouvez mettre en place. Dans toutes ces instances-là, puis là, j'ai bientôt fini ma longue présentation pour qu'on passe à la période interactive, il y a différents modèles organisationnels qui peuvent être appliqués à la fois dans votre CA, dans vos instances et dans votre assemblée générale. Le modèle, je pourrais dire, traditionnel qu'on voit dans la plupart des organismes à but non lucratif, milieux communautaires, entreprises d'économie sociale, on passe par le vote majoritaire. Il y a le code Morin d'assemblée, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui préside, il y a des propositions avec amendement, on a des votes, et après ça, quand on traite une proposition, on ne peut pas en traiter une autre, il faut qu'on la adopte ou qu'on la rejette, et on passe à une autre proposition par la suite. Et c'est très rigide, mais au moins ça a le mérite d'être clair et d'avancer de façon très droite. Dans ce modèle-là aussi, on va beaucoup mettre l'accent sur le CA, puis il va y avoir une certaine hiérarchie entre les membres, vont élire des gens sur le CA gouverne, il y a une direction générale qui est sous la supervision du CA, mais qui n'est pas présente sur le CA avec un droit de vote ou ainsi de suite, et ça va être un modèle plus habituel. Mais il y a d'autres modèles dans les entreprises, puis je ne pourrais pas approfondir la chose ici, ça serait matière à d'autres ateliers. Il y a des modèles basés sur la sociocratie, que c'est un modèle basé sur des cercles qui sont interreliés entre eux, qui est basé sur un modèle où il n'y a pas de vote. En fait, il n'y a aucun vote dans aucune instance, c'est basé sur le consentement. Puis je vais montrer ce qu'on entend parler après. Il y a des élections, mais ce n'est pas les gens qui se présentent eux-mêmes. C'est les gens qui proposent à d'autres gens de se présenter parce que ça correspond à un certain profil pour le poste. Donc, il y a plein de règles, de mécanismes originaux, puis il y a de plus en plus d'organisations citoyennes communautaires, même des entreprises privées parfois, qui prennent le modèle de sociocratie pour être capable de fonctionner de façon plus agile et horizontale. Puis là, j'en donne d'autres ici, la holacratie, qui est une sous-variante de la sociocratie, mais qui est un peu différente, puis je ne suis pas expert de la chose. Entreprise Opale, donc ça, c'est Frédéric Laloux dans Reinventing Organizations. Donc, c'est comme un livre où il parle de comment avoir une entreprise plus habile. Il y a des modèles d'autogestion qui existent aussi, puis des modèles de bureaucratie, c'est-à-dire, en fait, c'est le modèle, pas qu'on va consulter tout le monde, mais c'est le pouvoir des membres qui sont actifs, qui sont capables de prendre des choix, des décisions, de l'initiative, puis eux, ils vont avoir beaucoup d'influence, mais ils vont permettre d'avancer différents dossiers par la suite. Donc, vous pouvez voir que même quand on parle de gouvernance démocratique, comme je l'ai dit, il y a plein de formes différentes avec des philosophies, parfois qui sont semblables, parfois qui se distinguent aussi. Puis il y a plein d'influences qu'on peut prendre, puis on peut s'inspirer de ces différents modèles pour être capable d'avoir une organisation qui est plus vivante et dynamique. Donc ici, je vous donne un peu beaucoup de choses, puis je vais mettre des références par la suite. Si vous avez des questions, je peux vous donner des liens pour aller voir, en fait, ça serait quoi le modèle qui vous inspirait le plus, par exemple, ou qui est plus adapté à ce que vous êtes comme organisation, puis à vos membres, entre autres. Je vais finir avec cet élément-là ici, avant de passer à la période des questions, sur la variété des modèles décisionnels. Je vais juste voir aussi, j'ai vu tantôt que j'avais une question, mais ça fait longtemps un peu, sur les différents modèles de concertation. Ça peut être un comité de patients-famille. Oui, entre autres, ça pourrait être ça. Donc, pour conclure, avant qu'on passe à la période de questions, et je vois le temps qui file, je vais juste essayer de vérifier avec moi le temps. Parfait. Donc, il nous reste encore une trentaine de minutes, c'est bon. Les modèles de prise de décision qui ne sont pas basés sur le vote. Donc, le modèle du consensus, d'une part. C'est quoi le consensus? C'est que tout le monde s'entend sur la même décision. On arrive à une décision qui est unanime pour le groupe, c'est-à-dire que tout le monde est entièrement à l'aise avec ce qui se passe. On a inclus toutes les préoccupations des gens, puis tout le monde adhère pleinement au choix qui est fait. Donc ça, c'est un modèle qui est très intéressant, mais qui est un peu plus lourd, parce que pour atteindre le consensus,
ça prend beaucoup plus de temps. Puis des fois, c'est difficile à atteindre aussi quand il y a des conflits, des désaccords aussi au sein du groupe. Il y a un autre modèle qui est différent, qui est le modèle du consentement, qui est proche du consensus, mais qui est différent. Le but, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord, mais que personne n'ait d'objection fondamentale par rapport au choix qui est pris. Donc, les gens vont dire, est-ce qu'il y a une objection, est-ce qu'on avance vis-à-vis de ça? Quelqu'un, oui, j'ai une objection, je pense qu'il y a tel problème. Alors là, on fait encore un tour, puis on essaie d'accommoder, en fait, l'objection. Puis après ça, tout le monde va dire, bien, en fait, je suis plus ou moins d'accord avec la décision, mais je suis prête à vivre avec, puis à avancer avec le groupe aussi. Donc, c'est un modèle qui est plus souple que le consensus, qui permet que tout le monde soit entièrement à l'aise. Là, on est comme dans un modèle où on cherche à avoir l'assentiment du plus grand nombre. On n'a pas de vote, mais on sait que personne s'y oppose, en fait. Puis dans les faits, il y a beaucoup d'organisations qui, informellement, fonctionnent par la méthode du consentement plutôt que par le vote. Par exemple, dans des CA où moi je suis allé, la plupart du temps, en fait, c'est extrêmement rare que des votes. C'est juste comme les gens, est-ce que tout le monde est d'accord? Quand il y a des objections, on arrive à la décision une fois qu'elle a été travaillée. Est-ce que tout le monde est à l'aise? Est-ce qu'il y a des objections? Non. Parfait, c'est adopté. C'est une méthode basée sur le consentement qui est mise en place. Autre méthode qui est différente, c'est la méthode du conseil. C'est-à-dire, par exemple, on va dire à telle personne, tu as une autonomie pour faire tes choix, mais avant d'avancer sur tes différentes décisions qui vont avoir un vrai impact, par exemple sur le budget, sur des choses qui sont faites qui engagent l'organisation, il faut que tu consultes les personnes concernées. Donc, si par exemple, tu organises un événement, puis là, tu as des choix au niveau du budget, puis tout ça, va consulter la personne qui s'occupe du budget ou va s'occuper de la personne qui s'occupe des salles ou autre chose. Mais après, tu n'es pas obligé de consulter tout le groupe pour arriver à une entente. Donc, c'est plus agile, c'est basé sur la confiance, mais on dit à la personne, avance tant et aussi longtemps que tu consultes les personnes qui vont être liées de près ou de loin aux choix qui vont être faits. Puis l'autre approche qui est basée sur la confiance aussi, mais que là, il y a plus d'autonomie, c'est le mandat, que ce soit pour un individu ou un groupe, en disant, vous avez la capacité d'organiser, par exemple, un événement ou telle entité ou de gérer une part du budget. Vous avez différentes limites de ce que vous pouvez faire, puis on vous fait entièrement confiance. Si vous prenez toutes les décisions, vous n'avez pas besoin de consulter d'autres gens. Vous avez cette autorité pour avancer. Donc, c'est un autre type de façon de prendre différentes décisions au sein du groupe, qu'on va dire, on va accorder le pouvoir à un individu ou à une instance pour dire, occupez-vous de ça, puis on vous fait confiance. Mais après, évidemment, il doit rendre des comptes, avoir un peu de rétroaction pour voir ce qui se passe. Si ça se passe mal, on revient, on change le mandat. Mais on n'est pas dans une dynamique de contrôle sur ce qui se passe. On fait confiance aux gens aussi. Donc, vous pouvez voir que c'est différents modèles, puis ils ont des avantages et des inconvénients chaque. Par exemple, le consensus, ça favorise une grande adhésion du groupe, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Puis parfois, ça peut être intéressant à prendre quand il y a des décisions à haut risque qui ont un grand impact sur toute l'organisation. C'est important d'avoir le consensus. Mais parfois, pour d'autres types de choix, de décisions, d'instances, c'est pas essentiel, puis ça va même être un frein si on veut uniquement miser sur le consensus. Le consentement, c'est plus efficace, c'est plus agile que le consensus. Ça encourage l'action, l'expérimentation. C'est bon expérimenter pour des décisions qui sont à plus faible risque ou qui n'ont pas trop d'importance par rapport à des choix extrêmement grands. Le conseil, comme je l'ai dit, ça maximise l'autonomie en s'appuyant sur l'intelligence collective, mais c'est important qu'il y ait de la cohésion dans votre groupe puis que vous faites confiance à des gens. Si vous dites, par exemple, à un membre habituel qui ne vient pas dans vos instances, puis qui n'est pas dans votre CA, qui n'est pas un employé, puis vous dites, OK, vous pouvez aller faire l'activité tout seul, mais vous ne connaissez pas vraiment cet individu-là, il risque d'avoir un enjeu que là, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Donc, il y a vraiment des éléments qui doivent être des préalables pour que ça puisse aller. Puis la même chose pour le mandat, on va donner une certaine expertise à un groupe pour dire, on vous fait confiance par rapport à ça, mais c'est important qu'il y ait ces liens-là préalables parce que sinon, on peut se retrouver avec des drôles de décisions qu'on donne un mandat à un groupe et là, l'instance, le comité fait un mauvais travail. Et on se dit, OK, là, ce n'est pas vraiment ce qu'on vous avait dit de faire. On vous avait donné ça comme champ, puis vous avez fait autre chose complètement. Là, des fois, ça peut créer des conflits aussi. Donc, c'est important de dire, c'est quoi le modèle décisionnel adapté avec ce qu'on a envie de faire comme groupe. Donc, je vais finir avec ça ici. L'idée de base du cercle, c'est une des instances que je vais préconiser dans beaucoup d'organisations. Ce n'est pas un comité de travail, où ça peut prendre la forme de comité de travail, mais il va y avoir une philosophie différente qui est basée sur la participation égale de tout le monde. Comment ça va fonctionner généralement le cercle d'après la sociocratie? Ce n'est pas
chaque personne qui lève la main ou qui a envie de prendre la parole, y va. On va plutôt prendre le tour de parole dans un cercle. Donc, on tourne en rond et on fait en sorte que si, par exemple, vous n'avez rien à dire à votre tour, vous allez dire, ah, mais moi, j'ai rien à ajouter, je passe mon tour. Mais on va attendre que chaque personne parle pour s'assurer que la parole circule bien au sein du groupe. On va faire aussi souvent un petit check-in, check-out à la fin. Il va y avoir des règles de non-opposition, par exemple le consentement. On va dire aux personnes, est-ce que vous êtes à l'aise avec la décision? Est-ce que vous avez une objection fondamentale? Si personne s'oppose ou lève la main, ça veut dire qu'on va de l'avant. Puis, c'est possible de combiner cette philosophie-là avec d'autres choses. Puis, quand vous avez une salle, on peut faire ça par Zoom, mais c'est important de mettre une disposition en cercle aussi, si vous pouvez, avec les chaises et les tables. Vous pouvez vous asseoir par terre si vous voulez. Puis, vous pouvez avoir des matériaux au niveau, par exemple, un endroit où écrire, des ordinateurs, des outils numériques collaboratifs pour prendre des choix aussi qui sont mis en place. Donc, c'est important que le cercle, comment ça fonctionne, que vous soyez en groupe. Et là, il y a d'autres choses, ce n'est pas des petits cercles de travail, mais pour des plus grandes instances, où, mettons, vous allez mobiliser tous vos membres, vous avez des méthodologies de travail que je ne peux pas aborder ici de façon extrêmement précise, mais j'ai des liens par la suite. Le World Café, le forum ouvert, l'exploration appréciative, qui sont différentes méthodologies que vous pouvez faire participer parfois des groupes qui vont de 15 personnes à 100 personnes. Puis même pour les forums ouverts, vous pouvez faire quelque chose d'immense. Vous pouvez dire, mettons, avec 1000 personnes qui viennent, les gens vont mettre eux-mêmes leur propre activité et atelier qu'ils veulent mettre en place. Ces gens-là vont prendre en charge l'organisation de leur atelier. Les gens peuvent venir à votre atelier, aller ailleurs, mais là, ça suppose avoir un grand espace, des infrastructures où il y a plein d'activités qui se déroulent en même temps, puis les gens peuvent aller d'une activité à l'autre de façon très libre. Alors que le World Café, c'est plutôt, on va organiser des tables différentes, puis là, on va donner, mettons, 15-20 minutes par activité, puis là, les gens tournent de table en table après. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plein de méthodes quand vous allez faire des activités pour rendre ça dynamique. Puis, il y a des guides vraiment comme minute en minute, combien vous avez besoin de personnes pour faire ça, comment ça fonctionne, des exemples concrets. Donc, il y a ce genre de méthode-là participative que vous pouvez implanter dans votre groupe aussi pour faire participer vos membres. Donc, il y a plein d'autres méthodes ici, puis je vous mets des liens que moi, je travaille beaucoup sur la démocratie participative en ville, mais c'est applicable pour des groupes comme des OBNL, des coops et autres. Il y a plein de liens qui existent ici que je vais vous transférer avec la présentation visuelle, puis les différentes références que je me suis inspiré pour faire cette présentation aujourd'hui, dont l'Institut pour la démocratie économique dans lequel je suis impliqué, Frédéric Laloux, que je vous ai dit, son livre sur les entreprises opaques qui est hyper influent, les tables de concertation de Forum Jeunesse, puis la coopérative Hub, avec l'idée des 4 grands piliers de la motivation, ça vient de là, entre autres. Donc, c'est vraiment toutes des références. Si vous voulez aller plus loin, creuser sur vos instances, il y a plein de liens et de littérature qui existe à propos de ça. Donc, moi, j'aurais fini le bout magistral de ma présentation. Ça fait déjà 1 heure que je parle. Et on va se centrer maintenant sur comment apporter des solutions créatives pour renforcer la participation de vos membres. Ce que je vais faire avec vous, dans cette activité, j'avais prévu faire des petits groupes si on avait été un peu plus nombreux, mais vu qu'on est 12 en tout, ce que je vous propose de faire, je vais faire un partage d'écran encore une fois, puis on va travailler ensemble sur un logiciel qui s'appelle Miro. Donc, je vais vous donner un lien dans le chat pour les différentes personnes qui ont accès. Je vous invite à aller dans ce logiciel directement, mais même si vous n'avez pas accès, moi, je vais prendre des notes aussi de façon écrite en vous posant diverses questions pour qu'on puisse faire ça ensemble. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran. Ça ne sera pas très long pour vous amener dans ce logiciel Miro que peut-être certains d'entre vous avaient déjà utilisé. Donc, je vois ici qu'il y a des gens qui viennent d'arriver dans cet espace. On va être dans l'équipe A ensemble. Vous pouvez voir l'écran. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, prendre des notes ici. Pardonnez-moi, je vais essayer de faire des copier-coller. Et là, vous pouvez commencer à écrire sur… Oh, excusez-moi, j'ai fait un petit problème. J'ai décuplé mon espace ici. Excusez-moi, on va revenir. On peut prendre différents post-it ici, puis écrire sur votre post-it si vous pouvez. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train de bouger ça ici. Donc, c'est un logiciel collaboratif. Vous pouvez écrire des choses ici sur des problèmes. Puis on va commencer avec ça, avec un 5 minutes, 5-7 minutes, sur quels sont les enjeux et les problèmes démocratiques que vous vivez dans vos groupes et organisations. Mais disons, manque d'intérêt pour les assemblées ou quelque chose comme ça.
ou peut-être qu'il y a un manque d'information ou un manque d'engagement de vos membres. Donc, j'aimerais ça aussi, puis vous pouvez écrire ici dans le tableau. On va commencer avec les problèmes démocratiques, les enjeux de motivation. Puis, vous pouvez lever la main de vive voix. J'aimerais vous entendre aussi. Ouvrez votre caméra et écran pour dire c'est quoi les problèmes, d'après vous, que vous vivez dans votre organisation qui font qu'il n'y a pas beaucoup de participation, plus ou moins, ou ça peut être amélioré. Donc, ici, j'aimerais ça, s'il y a des gens qui lèvent la main, c'est le temps un peu de s'exprimer ou d'écrire différentes idées sur c'est quoi les problèmes que vous avez dans votre organisation. Ça se peut que ça aille très bien, puis ça, tant mieux, mais souvent, il y a des choses à améliorer. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent lever la main, écrire dans le chat ou écrire des petits post-it pour qu'on puisse en discuter ensemble. Donc, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des problèmes ou des enjeux que vous vivez dans vos organisations en termes de participation? Parfait. Il y a Chantal qui a levé la main. Allez-y. Fait qu'au niveau de participation, on entend souvent le critère qu'ils n'ont pas assez de temps, ou il y a des gens qui vont donner leur nom, mais après, c'est ça, ils n'ont pas assez de temps. Puis d'autres, ils disent plus tard, quand je vais être à la retraite, mais à la retraite, là, ils ont des petits-enfants ou autres, fait qu'ils n'ont toujours pas le temps. Donc, le trouver. Parfait. Le manque de temps, c'est ça, exactement. Ça, c'est une chose qui revient souvent. Puis, il y a deux éléments à prendre en compte. Des fois, c'est vrai qu'il manque de temps. Est-ce que c'est le temps en général ou parfois aussi l'heure du jour où on organise nos diverses activités? Je n'ai pas dit, peut-être c'est le soir. Puis pour certaines personnes, sont plus libres le soir, d'autres sont plus libres dans le jour. Puis il y a comme à considérer ça. Ensuite, est-ce que c'est manque de temps parce qu'il y a trop d'activités en même temps, parce qu'ils trouvent qu'il y en a trop et ils n'ont pas le temps? Ou ça se peut que dans leur vie personnelle, il n'y ait aucun temps du tout à mettre pour ça? Donc, des fois, on peut creuser derrière le manque de temps. C'est quoi qui se cache aussi? Puis des fois, ça permet de mettre un truc un peu plus précis. Puis, ça se peut que la personne elle dise « Ah, je manque de temps » parce que la personne elle croit que ça va demander beaucoup d'engagement soutenu pendant toute une année, alors que c'est juste de venir une fois dans une assemblée quelque part ou dans telle activité. Puis, ça peut être plus petit aussi comme engagement en termes de temps. Donc, il y a différentes questions qu'on peut mettre ici. Ouais, mais c'est vraiment un bon point. Ensuite, il y a Josiane qui a levé la main. Oui, moi aussi, c'est en fait mon commentaire un peu lié à ce que tu viens de dire, Jonathan, et puis Chantal. C'est vraiment de définir, de savoir à quel est le bon moment pour une activité spécifique. Et puis là, je le dis dans le cadre de la communauté franco-ontarienne, parce qu'il y a plusieurs activités qui se passent peut-être en même temps. Et puis donc, c'est de savoir quand on est en train de planifier quel est vraiment le bon moment. Est-ce que c'est pendant la journée? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est plutôt en début de semaine et c'est vers la fin de la semaine ou plutôt aussi la fin de la semaine parce que à la fin, il y a plusieurs activités qui se déroulent dans la communauté et puis donc qui ciblent aussi, je dirais, à presque la même clientèle qui ne change pas beaucoup et puis les personnes sont sollicitées de plusieurs façons et puis au même moment et de temps en temps, donc c'est là qu'on peut avoir une différence assez significative entre, par exemple, le nombre de personnes qui sont inscrites et confirmées pour participer à une activité, mais le moment venu, il y en a vraiment très peu. Aussi, c'est un autre enjeu, c'est ça, comme je vais écrire ici, décalage entre signature, comme on dit, entre signature, pour dire entre confirmation de participation puis des gens qui viennent. Et participation effective, ou je ne sais pas comment dire, et participation aux activités. Je vais écrire ça ici. Donc, une autre question de M. Pascal Baillot. Vous pouvez y aller. Oui, bonjour tout le monde. En fait, ma question, elle est déjà prise sur la dernière intervention de Josiane. Non, des fois, on invite des gens, on envoie disons, des invitations pour la participation et on remarque qu'il y a vraiment un bon nombre qui s'inscrivent. Mais le jour de présentation, vraiment, la participation est faible. Et là, moi, je dis, après avoir suivi tout l'exposé de l'atelier, je me pose une question. Que devrons-nous faire pour pouvoir vraiment ramener ces gens-là qui se sont fait inscrire à participer massivement? Voilà ma question.
Oui, c'est une très bonne question. Je dirais que c'est une tendance qui a été plus forte avec le fait qu'on est passé en mode numérique. Donc, avec l'arrivée d'Internet, ça permet d'augmenter le nombre de personnes qui ont accès à l'information, qui peuvent dire oui, je m'engage. Mais comme avec les médias sociaux, sur Facebook ou d'autres plateformes, on peut dire je suis intéressé à venir et je viens pour vrai. Le fait d'avoir un clic, ce n'est pas un engagement qui est très fort. Et là, ça fait en sorte que même dans beaucoup d'activités, entre les gens qui disent qu'ils vont venir à l'activité et qui viennent, c'est rare, c'est extrêmement rare que c'est 100%. Mais si, par exemple, vous avez un taux de 50%, des fois, ça on peut dire, ah, c'est quand même bien. Donc, on s'attend déjà que sur le nombre d'inscriptions, il y a 50%, mais si c'est 10%, c'est-à-dire qu'une personne sur 10 qui s'inscrit vient finalement, et on peut se dire, oh là là, on a un vrai, vrai problème. Donc, il y a comme cet enjeu-là à considérer. L'autre élément aussi, que moi, je me suis rendu compte en organisant diverses activités, c'est que parfois, on fait l'activité, on l'annonce, les gens s'inscrivent, mais c'est bon d'avoir différents rappels par email avec différents messages ou 2 jours avant l'événement en disant n'oubliez pas, vous allez peut-être manquer quelque chose ou il y a telle chose, activité qui s'en vient. Donc, n'oubliez pas de participer. Il y a des petits rappels qui peuvent être faits. Même avec ça, parfois, les gens sont occupés ou ils ont autre chose. Puis le fait de faire différentes organisations en personne, parfois c'est plus engageant ou c'est plus intéressant parce que d'autres activités après. Puis le fait de combiner votre activité, on dit hey, il va y avoir un moment de dégustation informelle, la nourriture est offerte ou avoir un peu des incitatifs pour venir. Des fois, ça peut être un plus. Mais là, on est un peu dans l'enjeu, puis ça dépend de votre organisation. Si elle est, mettons, à l'échelle de l'Ontario complet, bien, avec la FO, c'est difficile d'organiser des trucs par, disons, qui concernent tous les membres qui sont dispersés sur le territoire, sur un lieu physique concret. Donc, comment bien animer des rencontres en ligne, ça, c'est un autre aspect qu'on peut approfondir, mais ça pose cet enjeu-là. Mais vous avez une excellente question parce que c'est l'enjeu principal. Comment faire pour que les gens qui se disent oui, j'étais intéressé, viennent ultimement? C'est quoi les freins, les barrières, puis pourquoi les gens ne viennent pas? Donc, il faut aller un petit peu plus loin puis enquêter sur les causes possibles de la chose. Donc, c'est ça. J'ai vu ici que Est-ce plusieurs que autres je peux gens qui encore, ont... Oui, vous pouvez y aller encore, oui. Allez-y. en répondant, vous avez essayé de présenter deux aspects, Oui, l'aspect, disons, virtuel et l'aspect en présentiel. oui, Si je comprends bien, avec l'aspect effectivement en présentiel, les incitatifs peuvent vraiment les amener à venir, les rencontres individuelles, parler avec des gens. Et moi, j'aurais voulu vraiment c'est de voir plus en profondeur euh, quand il s'agit vraiment des aspects en virtuel. Parce que à l'heure où vont les choses, quand bien même on est en train de passer la pandémie, mais je vois que disons, le système virtuel est en train de s'installer davantage. Alors, oui, si jamais c'est très facile de s'inscrire, mais ça devient plus difficile de participer. Alors, oui. quels autres incitatifs qu'on peut mettre en place pour pouvoir vraiment ramener les gens en virtuel? Oui, c'est ça. En fait, il y a différentes réponses possibles. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique gagnante. Il y a l'effet aussi du contexte. Je pense que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, au début de la pandémie, dans les premières vagues de confinement, il y avait une forme d'excitation puis d'engouement, puis il y a eu un passage massif où à peu près toutes les activités sont passées du jour au lendemain à un peu en ligne, à exclusivement en ligne. Et là, il y avait beaucoup d'activités, de webinaires, de trucs d'éducation populaire, des conférences et des choses en ligne. Il y avait un niveau de participation élevé. Mais avec le temps, le fait d'être sur nos lieux de travail en ligne, de faire des activités en ligne bénévoles citoyennes, d'être constamment en ligne sur Zoom, il y a une fatigue collective qui s'est installée. Et là, maintenant qu'on organise plein de webinaires en ligne ou exclusivement en ligne, pour nous, en fait, du côté de l'atelier d'innovation sociale ou dans d'autres organisations dans lesquelles j'ai été, il y a eu une baisse tranquille après. Entre le temps initial de la pandémie, ça allait super bien. Donc, il y a peut-être l'effet du contexte en général qu'on ne peut pas vraiment agir sur ça. Mais ensuite, sur c'est quoi qu'on peut faire, nous, comme organisation, des fois, il y a un enjeu aussi, est-ce qu'on enregistre la séance ou pas? Mais si on dit qu'on ne l'enregistre pas, des fois, ce n'est pas inclusif parce que les gens qui ne pourront pas y avoir accès. Mais parfois, des gens ne viennent pas parce qu'ils disent ah, de toute façon, je vais aller voir après l'activité, je vais le voir de mode asynchrone, un peu dans le temps qui me convient. Mais là, des fois, on a fait d'autres activités, nous, des conférences, on dit aux gens ça ne sera pas enregistré, soyez présents, c'est en direct. Alors là, les gens se donnaient une motivation supplémentaire pour venir en place parce qu'ils disent OK, mais là, je ne veux vraiment pas manquer ça.
Donc, le fait de faire ça en mode synchrone, c'est-à-dire en direct, mais qu'il n'y ait pas d'enregistrement, parfois, ça peut être un plus pour créer de l'incitation pour que les gens viennent. Mais parfois, peut-être que vos autres membres veulent avoir accès après coup avec l'enregistrement vidéo. Donc, c'est un choix stratégique à faire sur ça. Puis ensuite, comme je l'ai dit, de rendre vos instances dynamiques et vivantes avec la musique, que les gens aient envie de prendre la parole, prendre la voix, les rendre dynamiques plutôt qu'ennuyantes. Mais ça, c'est difficile à faire. Des fois, on essaie, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. C'est une autre façon peut-être d'inciter pour que les gens viennent plus en ligne aussi. Puis là, c'est des réponses un petit peu générales, puis peut-être que les gens autour de la table, vous avez des trucs que vous avez développés dans vos groupes aussi par rapport à ça. Donc, je vois qu'il y a une main levée de Catherine Saint-Hilaire. Oui, je m'excuse, ma caméra est fermée parce que mon ordinateur run un autre programme en même temps, puis si je l'allume, tout arrête et je voulais écouter. Donc, je m'excuse, ma caméra est fermée. Je voulais suivre sur la même chose à propos de est-ce qu'on enregistre ou on n'enregistre pas la rencontre. Il y a vraiment un backlash dans les deux côtés. Si on l'enregistre, il y a une certaine partie des gens qui ne viendront pas parce qu'ils vont prendre leur temps sur leur moment, ils ont du temps pour pouvoir faire ça. Mais en même temps, si on détermine qu'on ne veut pas l'enregistrer, on veut que les gens viennent, bien là, il y a des gens qui sont fâchés parce qu'il y a un triple cédulage de rencontres en même temps. Donc, les gens ne peuvent pas assister à tout ce qu'ils veulent et espérer utiliser les outils. Fait que là, c'est est-ce qu'il y a un compte-rendu, est-ce qu'il y a un retour, est-ce qu'il y a une deuxième édition? C'est la difficulté qu'on vit présentement. Je ne sais pas c'est quoi la solution. Je pense qu'il y a aussi une question de est-ce que la discussion autour est plus importante que de réécouter ce qui s'est dit? Là, je pense que c'est là qu'un enregistrement n'est pas aussi utile. Moi, j'avais aussi une question à propos de la participation lorsqu'on arrive avec des groupes qui sont divisés dans des sous-groupes. Je m'explique. Si on est un énorme groupe, les gens, des fois, aiment l'idée d'un webinaire en virtuel parce que ça devient un balado où ils peuvent faire autre chose dans leur journée, écouter puis apprendre en même temps, qui est une manière quand même bienveillante de se déconnecter tout en restant connecté. Cependant, quand on arrive à dire qu'on fait des activités en sous-groupe, c'est là que les gens se déconnectent parce qu'ils ne veulent pas participer, alors qu'on sait que s'il y a des sous-groupes, les gens qui y restent en ressortent beaucoup plus d'effets positifs, ceux qui participent. Donc, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que les sous-groupes sont une bonne chose ou est-ce que les sous-groupes sont une mauvaise chose? Moi, c'est ma question pour la participation. Très bonne idée. Et je dirais, c'est ça, c'est vraiment des bonnes considérations. Je dirais que ça va dépendre du type d'activité que vous faites. Par exemple, pour des formations, puis c'est quoi le but de votre formation? Je pense que le modèle formation, comme on le fait là, ça peut être sous forme de formation webinaire, c'est-à-dire les gens vont écouter, peuvent, à la limite, ils mangent en même temps, ne sont pas interpellés, mais ils peuvent quand même participer ou l'écouter après coup puis avoir accès au contenu, quand c'est un contenu qui est plus magistral. Puis là, la participation va être plus faible parce que les gens vont poser des questions après, mais ça ne sera pas aussi interactif. Je pense que pour des formations, si vous voulez faire un truc qui est très interactif pour approfondir, pour développer le sentiment d'appartenance et tout ça, même des sous-groupes, c'est utile. Mais parfois, c'est bon d'organiser juste une formation générale, rendre ça largement accessible, faire un live. Les gens n'ont pas besoin d'être là, puis les gens vont trouver leur compte aussi. Si vous devez prendre une décision stratégique, par exemple, on a un comité de travail sur des questions d'inclusion et de diversité, là, c'est important que les gens soient là et discutent ensemble en groupe activement. Si c'est une instance qui est une assemblée générale, nous, dans nos assemblées générales qu'on a fait dans diverses organisations, on essaie de transmettre l'information aux grands groupes, mais des fois, faire des petites activités en sous-groupe pour aller plus loin aussi. Mais dans une assemblée générale, c'était des membres actifs, impliqués, qui avaient envie d'en savoir plus. Donc, c'était utile, les sous-groupes, dans ce contexte-là, mais dans un autre contexte, ce n'est pas vraiment utile. Donc, je dirais qu'il n'y a pas un choix qui dirait c'est systématiquement bon d'aller dans des petits groupes ou c'est systématiquement moins bon. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Mais c'est une très bonne question, c'est un choix qu'on doit avoir en tête. Il y a Josiane qui a levé la main. Puis après ça, si vous voulez, je passerai à l'autre point rapidement parce que là, la formation va arriver bientôt à la fin. On ne pourra pas tout faire, mais je vous laisse la parole à l'instant. Merci, Jonathan. Moi aussi, donc, c'est une question par rapport à la rétroaction de nos membres pour les faire participer encore. La plupart du temps, donc, chez nous, à la fois, on utilise l'outil de sondage. Donc, à la fin des activités ou même courant l'année pour vraiment recueillir les opinions de nos membres. Et puis, pour nous, c'est très important parce que, donc, on les valorise énormément. On voudrait vraiment les entendre s'exprimer, donc, sur certains points. Mais aussi, le taux de réponse au sondage
est très, très bas. Et là, donc, je voudrais te demander ce que tu en penses. Est-ce que c'est vraiment un outil qui est archaïque de nos jours ou pourquoi on devrait continuer à l'utiliser ou il y a autre chose qui pourrait marcher un peu plus mieux que le sondage? Oui. Je dirais que le sondage a son utilité, mais parfois, quand c'est, je dirais, à chaque rencontre, un petit sondage à faire à toutes les fois, peut-être que les gens se tannent ou sentent que c'est pas si intéressant ou que d'autres personnes vont le faire à leur place aussi. Ah, moi, j'ai pas besoin de répondre, les autres vont répondre, puis c'est ça. Il y a le sondage, je dirais que quand on en utilise trop, ça peut être l'effet contraire, que ça décourage les gens, mais de ne pas en avoir du tout, des fois, pour avoir une rétroaction, c'est bien d'avoir cet outil-là aussi. Donc, c'est comment on peut bien l'utiliser à bonne dose dans certains endroits. Dans le fond, est-ce qu'on fait, par exemple, on consulte nos membres avec un grand sondage une fois par année. On dit que c'est très, très important. Est-ce qu'on met des incitatifs? Hop, vous remplacez le sondage, vous pouvez gagner quelque chose. Mais ça a aussi parfois des effets pervers. C'est comme on met une carotte pour répondre au sondage. Puis bon. Mais c'est de dire comment est-ce qu'on va utiliser le sondage pour ne pas trop ennuyer nos membres avec trop de demandes, parce que ça leur prend un petit peu de temps à la fin. Puis moi, je serais en fait, moi personnellement ici, mais je ne serais pas répondre pour vous comme organisation, je serais pour un usage modéré des sondages. Donc, pour ne pas en avoir trop, puis parfois prendre des temps pour ça ou avoir une rétroaction de vive voix dans un tour de table sur comment les gens ont trouvé la chose. Donc, il n'y a pas des réponses précises avec A, B, C, oui ou non, peut-être en désaccord. On a juste une rétroaction de vive voix sur comment vous avez trouvé la rencontre. Puis on peut dire aux gens un point fort et un point faible. Donc, vous pouvez dire un point faible, puis là, on dit aux gens, dites aussi une chose pour améliorer la prochaine fois. Là, on a une rétroaction directe, puis les gens se sentent écoutés puis interpellés en même temps aussi, plutôt que de répondre de façon anonyme par un sondage écrit. Donc, je dirais que c'est une autre façon pour avoir une rétroaction sur vos membres aussi. Mais je lance ici des pistes, mais c'est une très bonne question. Peut-être, là, je pense qu'on a jusqu'à midi, hein, en principe, pour le temps de la rencontre. On a déjà, puis là, je n'ai pas eu le temps, parce que je répondais de vive voix, d'écrire les différentes idées. On a commencé à rentrer dans l'instance intermédiaire ici, puis on ne pourra pas aller vers l'animation prise de décision. Mais quel type, d'après vous, d'instance intermédiaire que j'ai énumérée aujourd'hui serait bonne à ajouter ou à modifier dans votre groupe? Est-ce qu'il y a une instance particulière que vous trouvez intéressante, que vous dites, ça serait bon qu'on crée des comités de travail sur telle chose, ou des cercles sur un élément X, ou créer une activité annuelle participative sur plein de sujets? Je me demandais en fait quelles étaient vos idées ou des choses que vous faites dans votre groupe, dans votre organisation qui marchent aussi bien. Donc, je vous pose une question générale ici pour pouvoir donner des idées les uns aux autres. Quels sont les types d'instances qui sont dynamiques, aussi qui ne sont pas dynamiques, que vous pourriez créer pour impliquer davantage vos membres? Parfait. Il y a Catherine qui a levé la main. Allez-y. Oui, c'est un peu avec l'idée de considérer les bons moments pour les activités et autres. Une des choses qu'on a remarqué, nous autres, c'est que certains groupes, c'était plus simple d'avoir des réunions éclairs, donc plus rapides, mais à un intervalle plus régulier que d'avoir des très grandes réunions espacées en temps, surtout en virtuel, quand on a des réunionites, donc une réunion après l'autre sans arrêt, où il n'y a pas nécessairement une pause entre deux réunions, mais on s'était dit des réunions de 45 minutes ou même 1h15 où on leur donne un 15 minutes de battement avant l'heure générale. Habituellement, les gens apprécient et s'y connectent parce que ça rentre bien dans leur horaire. Cependant, à ne pas exagérer, à moins d'avoir une activité qui est à venir bientôt. Si on garde ce beat-là à toutes les 3 semaines, 4 semaines ou quelque chose, les membres se déconnectent et il y a beaucoup plus de travail pour ceux en charge de la réunion. Donc, c'est vraiment à faire à petite dose, mais ça peut être très utile pour nous. Super. Mais merci beaucoup. Ça, c'est un bon conseil. Je n'ai pas beaucoup abordé la question du temps. Parfois, certaines activités, c'est bon de prendre le temps, mais surtout en ligne, le niveau d'attention, de concentration baisse plus vite aussi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je reviens des réunions en personne avec des gens, réunions de 2-3 heures en personne, j'en sors avec quasiment de l'énergie supplémentaire. En ligne, 2 heures, 3 heures de réunion, là, j'en sors vidé complètement. Puis c'est bon de prendre des pauses, de faire moins un peu plus de rencontres plus courtes. Parfois, ça peut être utile. Donc, très bonne idée aussi. Si vous êtes aux gens, venez à cet atelier qui dure 2h30. Là, déjà, un atelier de 2 heures. Si on dit, on va faire un petit atelier éclair de 60 minutes
tympan, j'aurais fait une présentation différente, j'aurais pas pu aller plus en profondeur, peut-être que j'aurais été à l'essentiel avec une petite activité. Et là, peut-être que les gens seraient plus venus pour 1 heure. Ça se pourrait aussi. Donc, des fois, il y a la durée de la rencontre puis de votre instance qui va avoir une incidence sur le niveau d'engagement par la suite. Super. Est-ce qu'il y a peut-être 1 ou 2 commentaires? Puis après ça, je pense que c'est pas moi qui est le maître du temps tout à fait. Je pense que c'est la foi et tout ça. On va bientôt finir. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose. Puis c'est un outil, en fait, que vous pourriez ajouter des choses. Vous avez le lien. Vous pouvez mettre des commentaires supplémentaires si vous voulez par la suite. Puis je vais vous partager la présentation visuelle aussi. Donc oui, il y a une main levée de Janine Proux. Oui, ben c'est ça. J'ai mis un petit commentaire dans le chat, mais c'était au sujet des sondages. Je pense que j'ai déjà entendu quelque part, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, que quand on a un taux de réponse d'autour de 10 ça nous donne quand même, on peut considérer qu'on a bien réussi cette activité-là, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai ou c'est pas vrai cet énoncé-là. Super, merci beaucoup. En fait, je ne suis pas expert des sondages non plus, mais je sais qu'il y a un taux qui est peut-être dans ces alentours-là. C'est peut-être 10 dans certains contextes, peut-être 20, peut-être 5 même. Ça va dépendre de votre groupe. Donc, je pense que quand vous essayez d'évaluer est-ce qu'on a une bonne participation, moins bonne participation, ça dépend de votre critère, de votre niveau qui est satisfaisant. C'est sûr que si vous avez une assemblée générale, que vous avez une association de 1000 membres, puis il y a juste comme 10 personnes qui viennent, là, c'est extrêmement faible, c'est pas assez. Pour un sondage, ça pourrait être bien aussi. Puis en parlant de sondage, justement, il y a un sondage ici qui a été diffusé dans le chat que je vous encourage très fortement à aller pour encourager la vie démocratique de l'AFO, justement, vous avez participé à cette instance. Et je regarde rapidement, il est très court en plus. Le fait de faire les sondages courts, c'est très bien. Donc, avez-vous apprécié? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Commentaires généraux. Si vous voulez améliorer des choses par rapport à ça, n'hésitez pas à écrire. Ça aide à donner une rétroaction pour améliorer les prochaines formations qui vont suivre. Donc, encore là, c'est ça. Il faut se mettre que ce n'est pas tout le monde qui va constamment participer. Même dans la littérature sur la démocratie participative en ville, c'est rare qu'on ait des taux de participation de la population qui vont au-delà de 5, 10, 15, 20 %. C'est comme très bon. Donc, vous pouvez voir que ce n'est pas tout le monde d'emblée qui va participer. Dans un OBNL, dans une assemblée, tout ça, c'est différent. Vous devez vous attendre, est-ce qu'on a assez? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on vise comme objectif? Est-ce qu'on est capable d'atteindre cet objectif-là? Ensuite, soit qu'on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs, ou sinon on change nos différents objectifs pour mettre des attentes plus réalistes par rapport à ce qui se passe aussi. Donc, c'est des considérations générales et merci beaucoup de transmettre la chose ici. Donc, on n'a pas le temps d'approfondir énormément cet atelier. Peut-être, note à moi-même, j'aurais pris peut-être 15 minutes de moins dans ma présentation pour avoir plus de temps d'échanger avec vous ici. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir participé, d'avoir écrit des commentaires, questions. N'hésitez pas à mettre des commentaires positifs, négatifs pour que je puisse améliorer la chose par la suite. Puis, donc, j'aurais fini en fait cette activité-là. Donc, l'outil Miro, si vous voulez l'utiliser pour autre chose, pour vos différentes organisations, c'est assez utile. Vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais pour avoir plus d'instances, c'est un logiciel payant. Il en existe des libres aussi. Mais donc, c'était ça. Je ne sais pas si vous avez des remarques pour conclure cette activité. Merci beaucoup, Jonathan, et puis merci à toutes et à tous d'avoir participé. Dans les prochains jours, toute la présentation PowerPoint sera disponible sur notre site Internet. Également, la vidéo du déroulement, donc vous pourrez télécharger ça, réécouter, même partager dans votre réseau. Merci énormément, Jonathan, et puis au plaisir de continuer la collaboration à vous toutes et tous. Là, c'est la formation de juin au mois de juillet et août. On va prendre une petite pause pour revenir avec une nouvelle thématique au mois de septembre. Et puis, donc, aussi, vous pourriez prendre quelques secondes pour répondre à 3 questions. Donc, ça va nous permettre donc de connaître davantage vos attentes et puis donc orienter nos formations selon vos besoins. Merci beaucoup et puis je vous souhaite un bon après-midi. Et puis, en bel été, au plaisir de vous voir à l'automne. Merci. Merci tout le monde. Merci. À bientôt. Au revoir. Et bel été. Merci. Au revoir.